à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de l'émission, un peu de vélo sur piste, c'est ce que nous propose Jamie dans ses sports. Puis nous parlerons d'un arbre bien connu des Calédoniens, l'arbre du voyageur. Camille nous en dira plus dans Grandeur Nature. Ensuite, nous poursuivrons notre discussion avec Christophe sur l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Ce sera dans sa chronique « Ces citoyens ». Ensuite, comme d'habitude, nous parlerons des actus ciné avec Falaï dans Demander le programme. Et Mara nous parlera un petit peu de mode dans La Science et nous. Mais pour l'heure, rejoignons nos invités du jour. Et je reçois aujourd'hui Amandine Buyduyé, qui est donc la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, ainsi que Mondi Lègle, qu'on ne présente plus, qui est donc notre Miss Nouvelle-Calédonie. Bonjour à vous deux. Bonjour Chloé. Alors dans un premier temps, on va parler du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Donc vous êtes présidente depuis cette année. Depuis quand existe le comité ? Je pense depuis très longtemps. Je ne pourrais pas vous dire exactement depuis quand, mais la présidence, en tout cas, elle m'a été confiée cette année. D'accord. Donc une lourde tâche, j'imagine. Donc le comité organisateur de l'élection Miss Calédonie a débuté la sélection pour 2015, pour l'élection de l'ambassadrice de Nouvelle-Calédonie. Et donc ça aura lieu le 22 août prochain. C'est ça. D'accord. Donc il y a d'abord une sélection. Comment se passe cette sélection ? Il y a des sélections sur le terrain. Pardon. Voilà, aujourd'hui, on a une nouvelle équipe justement qui s'appelle le pôle recrutement. Donc, il y a 7 personnes bénévoles qui travaillent dans ce pôle-là et qui recrutent effectivement les candidates potentielles. D'accord, donc ça se passe comment ? Vous sillonnez le caillou Oui, ils sillonnent pas mal le caillou. Et c'est-à-dire, vous voyez une jolie fille qui pourrait entrer dans les critères et donc vous allez directement l'aborder ? Oui. C'est ça. C'est comme ça, sur le terrain, avec directement. une carte de visite, tout bien. D'accord. Et donc, au-delà de cette sélection terrain, comme on disait, le comité organise aussi 2 castings à Nouméa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc oui, on a un casting qui aura lieu le 25 avril au kiosque. Alors, l'émission étant préenregistrée, effectivement, donc aujourd'hui, on est le 28 avril, mais donc elle a eu lieu il y a 3 jours. Mais on ne peut pas évidemment en parler puisqu'elle n'a pas lieu. Pas de souci, donc le 30 mai également. Et le 30 mai, ce sera donc à la Baie des Citrons, c'est ça ? C'est ça. Donc, et vous avez le grand casting avec les sélections et les candidates peuvent toujours se présenter qui aura lieu le 6 juin. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces castings ? Donc toutes les candidates qui ont les critères requis pourront se présenter. Celles qui le souhaitent encore peuvent toujours venir. D'accord. Et il y a un membre du jury qui sélectionne les 12 dernières candidates. Donc ça se passe devant un jury, c'est ça ? Devant un membre du jury, oui. D'accord. Et quels sont les critères justement à respecter pour pouvoir se présenter et être candidate à l'élection Miss Calédonie ? Je vais laisser Mandy répondre. Alors il faut mesurer au moins 1m70, être majeur, donc avoir entre 18 et 24 ans. D'accord. Ne pas avoir de tatouage, c'est préférable. D'accord. Sinon... un petit discret. Voilà, très discret. Très très discret. Et de nationalité française. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà les critères à respecter. Est-ce que des castings sont organisés dans le Nord, dans les îles ou est-ce que c'est en projet ? Alors cette année non, nous n'irons pas dans le Nord. Par contre, les équipes se déplacent. Effectivement, donc on a plus de personnes sur le terrain. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai une équipe qui est sur Koné. D'accord. Donc oui, elle sillonne en interne. D'accord, donc il y a une communication qui est faite au préalable ? Pas de communication, au moins ça n'effraie pas les candidates dans le Nord. On a une autre technique aujourd'hui sur le terrain. D'accord, très bien. Alors, justement, Mandy, tu peux peut-être nous faire part un peu de ton expérience. Comment ça s'est passé, toi, pour l'élection ? Tu t'es portée candidate volontairement ou on t'a trouvé sur le terrain ? Oui, moi c'était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. C'est, on va dire, une magie que les anciennes Miss m'ont transmise. D'accord. Et donc oui, j'étais volontaire. Et donc au début, j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop jeune le jour où je me suis présentée. Et puis j'ai attendu que mon tour vienne et puis je me suis présentée et je ne regrette pas aujourd'hui parce que je suis revenue avec une autre écharpe de Miss France. Donc, 6e dauphine, Miss France, félicitations encore. Merci. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé aussi loin depuis Weineri, c'est ça. Qui était donc première dauphine Miss France. Donc un bel exploit. Raconte-nous comment ça s'est passé le casting. Tu t'es présentée devant le jury, on te pose des questions, comment ça se passe ? Voilà, en fait... c'est vrai qu'on aurait tendance à avoir un peu peur de passer devant un jury parce que pour la plupart des jeunes filles, c'est la première fois qu'on tente cette expérience. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, comme dans tous les dom-toms, j'imagine, c'est une expérience qui est grandiose, je dirais. Et donc on a un peu peur, mais en fait, c'est une étape qu'on passe pour que le jury, en fait, simplement
nous apprend et essaie de nous connaître. Quoi. Oui. Donc c'est plutôt On vous met à l'aise, convivial. ouais, voilà, c'est une bonne ambiance. Oui, quoi, en Oui, général. c'est oui. déjà assez intimidant pour eux. J'imagine, oui. Donc, et puis tu es jugé sur ton apparence au premier abord, forcément. Donc après, c'est vrai que tu parles, donc Voilà. on te juge aussi sur ta C'est ça. façon de parler, ta façon de te déplacer. C'est ça. Il y a un coaching qui est fait ensuite quand on est sélectionné. Après, oui. Comment ça se passe ta préparation? Alors ensuite, une fois qu'on est sélectionné dans les 12, on va suivre jusqu'à l'élection des coachings communication pour apprendre à mieux parler, à s'améliorer en fait, et pour certaines se perfectionner. Des coachings communication, des coachings sportifs, parce que de toute manière du sport, on en a besoin toute notre vie. On apprend aussi, on a des cours de savoir-vivre. Et puis en fait, ce qui est bien dans ce genre d'expérience de Miss, c'est que ce sont des leçons de vie qu'on gardera toute notre vie. Et ça, c'est important, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. On apprend à avoir confiance en nous et ça nous épanouit vraiment. Et voilà, c'est vraiment une expérience enrichissante pour des filles de notre âge. Surtout que c'est de 18 à 24 ans. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire 2 fois dans sa vie. C'est sûr. Et je pense que les filles qui peuvent le faire, il faut le faire parce que c'est vraiment une expérience unique. D'accord, très bien. Alors, l'élection, elle aura lieu quand exactement, l'élection de Miss Donc, Calédonie? le 22 août 2015. Ça se passera à Nouméa? On ne sait pas encore. Vous savez Le pas lieu encore. est à définir. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'une fois que tu as été élue, tu as eu des cadeaux quand même. Oui, on est super gâtés quand même. Ça Alors, correspond à quoi? déjà matériellement, j'ai gagné une voiture pendant un an. Ça, c'est bien. Donc on peut se déplacer un peu partout sur la Nouvelle-Calédonie, donc c'est super. Ensuite, j'ai gagné une super parure, un beau collier de perles, le bracelet qui va avec, la bague super. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Le coiffeur aussi? Oui, voilà. Après, un an de coiffure, de soins, Maquillage. voilà, maquillage, tout est pris en charge. Donc c'est vraiment, tu es la princesse de l'année et on en profite. Et on te chouchoute. Voilà. Et pareil pour le coaching sportif? Elle a un an également en salle pendant une de année. gratuité. Voilà. Ah, mais c'est super ça. Ça avec le billet en première classe. En sur la première classe, s'il voilà, vous plaît. en France. Pour Vraiment. le concours Miss France. Vraiment la classe. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à des jeunes filles qui nous regardent, qui seraient éventuellement intéressées, mais qui auraient peut-être une petite réticence? Oui, alors j'aimerais leur dire qu'il ne faut vraiment pas avoir peur les filles parce que c'est une expérience qui va vous enrichir à tout point de vue. Vous allez être plus à l'aise, vous allez gagner confiance en vous et c'est vraiment une expérience qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie, donc il ne faut surtout pas hésiter. C'est quelque chose que vous garderez en vous toute votre vie et sans compter des souvenirs que vous aurez pour toute votre vie et qui... Pour moi, en tout cas, ma vie a changé quand je suis devenue Miss Nouvelle-Calédonie. Donc, on n'est plus la même et c'est que du positif. Donc, n'hésitez pas, présentez-vous, essayez l'expérience et vous ne serez pas déçus. Super, donc rien à perdre, tout à gagner. On va peut-être rappeler les contacts pour les castings, donc Amandine, Donc, un contact téléphonique peut-être. Oui, donc le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre pour les candidates qui sont intéressées, c'est le 92 09 09. Et puis il y a également une page Facebook. Voilà, nous avons une page Facebook et nous avons remis également le site web, donc Comité Miss Nouvelle-Calédonie. D'accord, très bien. On espère que tout le monde a bien noté. Et puis, une dernière petite question que beaucoup de gens, j'imagine, vous posent. À quand une élection Mister Nouvelle-Calédonie? Eh bien, ça ne fait pas partie de nous. On n'organise que les élections de Miss. Donc, que des jeunes filles, pas pour les hommes, désolée. Bon, on va essayer de monter notre propre comité. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Merci. Quant à nous, on poursuit avec l'agenda du pays. C'est tout de suite. Et on retrouve Falaï pour notre agenda du jour. Bonjour Falaï. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre l'avion et de partir sur l'île de Négoné avec la traditionnelle fête de l'avocat. Les fameux avocats de marée, je pense que cette année, il y en a encore qui vont se régaler. Hein. Oui, je le pense aussi. Alors pour la petite histoire, c'est au début des années 90 que quelques cultivateurs décident d'organiser une fête toute simple en l'honneur de l'avocat au nord de l'île de Marée. Puis l'année suivante, conquis par cette idée, le grand chef du district Guaman,
et Deutschneslin les convie à se regrouper et leur propose le site de Netsé. Malgré une très courte préparation, l'événement remporte un franc succès et c'est ainsi que la fête de l'avocat est née. D'accord, et ça a été une belle initiative puisque depuis c'est devenu effectivement un événement à ne pas rater. Exactement, donc tous à vos agendas, ça va se dérouler à la tribu de Netsé du 30 avril au 3 mai. Alors comme chaque année, les vols à destination de Marie affichent complet pour cette fête. Il faut s'y prendre très très tôt. Tellement de succès, donc si vous voulez savoir s'il reste de la place pour vous y rendre, il faut appeler directement le comité organisateur de la fête de l'avocat au 24 22 64 ou contacter par mail à événement@dil.nc. D'accord, et on poursuit, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite? Alors je vous propose de faire un tour au nord sur le massif de Vavuto avec demain, jeudi 30 avril 2015, une mini-journée porte ouverte de Cognon-Boniquel dans la commune de Vaud. Sympa ça. Oui, bon, pour celles et ceux qui se sont déjà inscrits ou qui veulent s'inscrire, il ne faut pas oublier les visites. Donc, elles commencent demain de 8h à 10h ou de 13h à 15h. Donc, vous aurez toutes les informations concernant la journée sur visite@cognonboniquel.nc. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut y participer à ces visites? Oui, il y a quand même des conditions. Il faut avoir au minimum 12 ans ainsi que des chaussures fermées obligatoires. Et il faudra au préalable avoir transmis une pièce d'identité et un numéro à contacter en cas d'urgence. D'accord, ok. Et alors d'ailleurs à ce sujet, je crois que la SLN aussi organise une journée porte ouverte, non? C'est ça, et ça va se passer dans le sud à l'usine d'Ognambo. Chaque dernier jeudi du mois, la SLN organise ses visites. Donc rendez-vous à ses portes à 13h30 jusqu'à 16h30. Si besoin de renseignements, il faut appeler le 24 55 07 ou bien contacter par mail à visite@eramet-sln.nc ou sur le site de la SLN, rubrique renseignements sur www.sln.nc. D'accord, très bien. Ça permet au grand public de voir comment le minerai est extrait, puis transformé, préparé avant l'exportation éventuellement. Voilà, exactement. Donc, et sans transition, je vais désormais passer dans le domaine de la culture avec le déplacement du Bibliobus. Oui, le Bibliobus, on en a parlé hier, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, la tournée de Bibliobus continue et part sur Yingen. Elle y sera le 5 mai à partir de 9h sur la place du village en face du marché. D'accord. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est actuellement à Poniriwa, à la tribu de Tchamba. C'est aujourd'hui même à partir de 14h, c'est bien ça? C'est ça. Elle y reviendra le 27 mai. Alors, j'ajoute qu'il ne faut pas hésiter à vous y rendre et si besoin de plus d'informations, il faut appeler le 24 20 90 ou envoyer un mail à biberne@canel.nc. Super. Et on termine donc avec la réouverture de l'espace exposition permanente sur la Grande Ville au musée de la ville de Nouméa. Voilà, alors l'espace réservé sur la Première Guerre mondiale et son impact en Nouvelle-Calédonie au musée de la ville de Nouméa a été rénové. Vous pourrez y découvrir des photos, des textes, des archives, des documents multimédia ainsi que des objets de la période de 14-18. D'accord, et on en profite également pour faire passer un message du musée qui est actuellement à la recherche de photos en fait, de soldats calédoniens ou de tirailleurs kanaks pendant cette période de la Première Guerre mondiale. Et oui, dans le but d'enrichir son exposition, le musée lance un appel donc, aux Calédoniens. Ceux qui sont en possession de photos et qui souhaiteraient les transmettre pourront le faire par mail en envoyant leurs photos à musée@ville-nouméa.nc où ils pourront les faire scanner directement au musée. Au musée même, oui. Voilà, alors du lundi au vendredi de 9h à 17h. D'accord, et pour plus de renseignements, vous pouvez également appeler le musée au 26 28 05. Voilà, c'est bon pour nous, Falaï? Oui, on se retrouve tout à l'heure pour le demander le programme. Très bien, à tout à l'heure alors. À tout à En l'heure. attendant, on rejoint Jamie pour le C-Sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui on parle cyclisme, le cyclisme en Nouvelle-Calédonie qui alterne entre le bien et le moins bien. Voilà, bonjour Chloé et bonjour à tous. Le cyclisme calédonien fonctionne en dents de scie entre les performances de Laurent Gagné en tant que coureur mais également en tant que sélectionneur de l'équipe de France qui arrive à ramener des médailles d'or au pays et puis l'état de la discipline en Nouvelle-Calédonie avec le nombre de licenciés qui diminue ou qui stagne, l'absence d'un conseiller technique régional mais également une
relève qui peinent à se manifester. Voilà, rien que ça, je dirais qu'il y a véritablement un monde d'écart. Voilà, un membre de la famille du vélocipède connaît la pire période de son histoire. La vitesse sur piste est-elle délaissée? C'est la question que l'on se pose. Mais avec une piste et un vélodrome qui se dégradent, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, construite en 1895, puis réaménagée en 1910, puis en 1935, le vélodrome Brunelé est devenu à l'heure actuelle un véritable piège à rats. Délaissé, abandonné, il continue d'être le lieu d'entraînement des différentes écuries de pays et notamment des équipes de Nouméa, mais je dirais que son état laisse vraiment à désirer et oblige le président du comité régional de cyclisme, Gérard Salin, à dire que la vie des coureurs lorsqu'ils s'entraînent est en danger. Alors la piste n'est pas entretenue, qui doit s'en occuper? Alors comme la plupart des infrastructures du pays, la piste est gérée par la DI3T. Donc des demandes de rénovation ont été effectuées par le comité mais également par les coureurs. Selon Gérard Salin, la réponse de la DI3T et celle-ci, c'est que la discipline ne dispose pas assez de licenciés. Donc pour que la rénovation de la piste soit une priorité, il faut qu'il y ait plus de licenciés. Résultat, depuis quelques années maintenant, les Calédoniens sont les grands absents des championnats de France de vitesse sur piste et n'ont plus le niveau requis, entraînant une baisse de motivation et puis surtout qui pousse les pratiquants vers la porte de sortie. Donc selon toi, la rénovation de la piste aiderait la discipline à se relever. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Oui, voilà, je dirais pas que la piste, si demain on a une piste toute neuve, je dirais pas que ça va attirer beaucoup plus de licenciés voilà, d'un seul coup. Mais voilà, c'est une solution parmi tant d'autres, sachant que, comme disait Laurent Gagné, lui, selon lui, la piste, ça expliquerait, l'état de la piste n'expliquerait pas toutes les difficultés que rencontre le cyclisme calédonien. Pour lui, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un gros travail de formation, monter des structures qui puissent encadrer, former les jeunes, puis surtout les entraîneurs du pays. Je vous propose qu'on découvre la suite du récit. Tout de suite en image, le premier intervenant, c'est Laurent Gagné. Là, c'est le dernier relayeur, donc le finisseur. Donc chez nous, on a quand même le meilleur finisseur au monde, qui est Michael Dalmeida. L'année dernière, donc la Fédération française du cyclisme m'a contacté pour venir renforcer le staff de l'équipe de France. Alors mes missions au sein de ce staff, c'est de manager, donc c'est de faire en sorte que les athlètes aient tous les éléments pour performer, tous les outils, donc par rapport à ma carrière, par rapport à mon vécu, et aussi de coacher les athlètes pendant les compétitions. J'ai pratiqué le haut niveau pendant 10 ans, de 1996 à 2004. Wow, j'ai toutes les médailles, toutes les médailles d'or, champion du monde. J'ai toutes les médailles d'argent, champion du monde. Alors celle-ci, c'est donc la vitesse homme gagnée en 99, mon premier titre de champion du monde. Je revois encore les images de cette finale puisque je tombe contre Jens Fiedler et les championnats du monde se déroulaient à Berlin, donc chez lui. Tout le monde disait que Fiedler allait être dur à battre chez lui. Et là, j'ai prouvé que Fiedler n'était pas imbattable. Même si les championnats du monde se déroulaient chez lui, je suis allé le battre chez lui. Et c'était pour moi, en plus, mon premier titre de champion du monde. Aujourd'hui, le souci du vélo, c'est qu'il n'y a plus d'encadrants dans les clubs. Il n'y a plus d'éducateurs. Et ça, c'est un gros souci puisque je prends l'exemple de la route. On connaît très bien les problématiques sur route en Calédonie avec les accidents de la route. Les parents aujourd'hui ne souhaitent pas que leur enfant aille sur route sans être accompagné. Il faut savoir que pour développer l'activité route, il y a des règles à respecter. C'est emmener un groupe sur route, il faut d'abord des éducateurs, un ouvreur et un éducateur qui ferme le groupe, et derrière une voiture pour sécuriser le groupe. Il y a aussi une autre pratique, je pense, qui pourrait
éventuellement aider le vélo à se développer de nouveau, c'est plutôt la pratique VTT, puisque la pratique VTT se déroule en milieu sécurisé, donc dans la nature, et là on n'a pas les soucis de la circulation routière. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être faite dans ce sens, à savoir faire déjà un constat de la discipline. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le cyclisme traditionnel, notamment sur route, avec les problématiques de la circulation. Le VTT, on sait aujourd'hui qu'il y a 2 grands événements avec la méga rando où il y a 1300 personnes au départ, voilà, la Pérignon où il y a 500 personnes au départ. C'est bien qu'il y a une demande pour cette activité. Il y a aussi, il ne faut pas négliger la piste, puisque la piste a été quand même pour le cyclisme calédonien une des disciplines qui a hissé le cyclisme calédonien au haut niveau. Donc je pense qu'il ne faut pas la négliger non plus. Il y a peut-être le BMX, mais aujourd'hui le BMX c'est plutôt une discipline un peu freestyle. À un moment donné, on a essayé de les aborder, les jeunes qui pratiquaient la discipline du BMX à Sainte-Marie. Moi, ce qui me soucie, entre guillemets, dans le BMX, c'est qu'il faudra de nouveau avoir une structure. Qui dit structure, dit coût. Voilà. Et par rapport au nombre de licenciés que l'on a aujourd'hui dans le vélo, je pense que la priorité, c'est d'abord d'augmenter notre nombre de licenciés au travers d'une pratique de masse et celle du VTT, puisque c'est là où il y a le plus de monde aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quand même 5000 VTT vendus dans l'année. Donc voilà, les institutions mettent en place des structures pour développer une discipline. Je pense que derrière, on devrait s'appuyer sur ces outils pour développer aussi notre activité. Ah, vous voyez l'état déplorable de la piste. Voilà l'herbe pas coupée, les arbustes qui poussent dans les gradins. Ensuite, vous voyez un peu partout, c'est détérioré par beaucoup de personnes, on ne va pas les nommer là. Et puis du matériel très ancien et la piste toute cassée qu'on voudrait voir refaite. Il y a 2 ans, cette piste ressemblait à une piscine, l'eau s'était infiltrée de l'autre côté dans le virage là-bas, dans le virage nord. Depuis, les services concernés ont réparé, mais voilà, il manque un entretien quotidien sur ce vélodrome. La piste elle a été construite pour les Jeux du Pacifique en 1966 et elle a connu le passage de grands champions, d'abord des champions calédoniens qui ont remporté les médailles aux Jeux du Pacifique, mais aussi aux championnats d'Océanie. Et ensuite, on a formé des jeunes pour partir au championnat de France, et des jeunes qui sont devenus des champions de France, il y en a 21, des champions d'Europe, il y en a 3, et 2 champions du monde et un champion olympique. Et donc on ne demande pas grand-chose, juste qu'elle soit entretenue et qu'il y ait en attendant qu'elle soit refaite complètement, qu'il y ait un petit lait de ciment qui donne de la propreté, quoi. Les clubs éprouvent des difficultés avec les écoles de cyclisme, ça c'est vrai, mais il existe des écoles de cyclisme sur le territoire. Et pour pallier à cela, d'ailleurs, j'ai mis en place, avec l'aide de plusieurs anciens champions, une école calédonienne du vélo, où on va pouvoir relancer. Bon, c'est encore difficile, c'est pas tout à fait parti, parce qu'il faut trouver les encadrants, mais l'école va voir net, et je crois que ça aura un très grand succès, donc il y a une volonté pour faire. Le cyclisme, c'est pas comme une discipline, c'est pas comme le football ou le volleyball ou d'autres disciplines où tout se passe sur un stade. Non, là, il faut sortir du matériel, il faut sortir des gens. Donc ça demande à des bénévoles de s'investir à fond, souvent. Et je crois que le bénévolat est en train de se perdre. D'accord, donc les conditions sont dangereuses pour les coureurs qui s'entraînent sur cette piste, comme on vient de le voir. Donc pourquoi justement cette piste n'est pas rénovée? Ça devrait être une raison valable. Je suis d'accord avec toi. Alors pour que la piste connaisse, je dirais, une nouvelle jeunesse, il faut attendre d'abord la mairie de Nouméa. Pourquoi la mairie de Nouméa? Parce que c'est elle qui est propriétaire de la terre, donc propriétaire foncière. Donc c'est elle qui doit d'abord effectuer des études du terrain, donc sonder le sol pour voir s'il est stable ou pas. Donc tout ce qu'on doit faire
pour rénover un stade ou construire une maison, c'est le propriétaire terrien qui doit effectuer cette étude-là. Donc voilà, à partir de là, la DI3T pourra après effectuer des travaux de rénovation. Donc pour l'instant, on se rejette un peu la balle, on dit que c'est la faute de un tel. Donc voilà, autant dire que la piste n'est pas prête d'être rénovée. Mais je dirais, ne serait-ce le fait de voir que on a des coureurs qui s'entraînent dans des conditions où la sécurité n'est pas respectée. Et une semaine avant, on voit Laurent Gagné briller, je dirais, avec la sélection d'équipe de France où il remporte la médaille d'or. Il y a quand même il y a un fossé, il y a un monde d'écart et puis il faut quand même se poser les bonnes questions. Comment ça se fait qu'on arrive à briller en équipe de France et l'état du cyclisme ici en Nouvelle-Calédonie n'est pas à la hauteur de nos performances. Donc on dit toujours que voilà, la base, c'est de la base qu'on construit les grands exploits, mais là on voit que la base, il n'y a plus de base. Il faut revoir les bases justement. Voilà. Alors dans le reportage, Gérard Salin et Laurent Gagné disaient que c'était le VTT l'avenir du cyclisme. Voilà, selon eux, Chloé, le VTT pourrait relancer le cyclisme en Nouvelle-Calédonie. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, ils étaient plus de 3000 coureurs au départ de la méga rando. Donc en proposant des compétitions en pleine nature, dans un cadre sportif verdoyant avec une sécurité optimale, les Calédoniens fans de vélo se rapprochent plus facilement du VTT. Actuellement, le vélo sur route souffre de l'image que véhiculent les routes calédoniennes. Donc c'est pour ça que Laurent Gagné disait qu'il y avait un gros travail de formation et des entraîneurs, mais également des coureurs et surtout auprès des enfants à effectuer dans le VTT. Pourquoi? Parce que c'est là où les Calédoniens se précipitent pour faire une compétition. Là, quand on leur parle de VTT, là, tout le monde participe aux manifestations, aux événements. Il y a du monde au rendez-vous. Et par contre, après, quand il s'agit de courses sur route avec le Tour de Calédonie et tout ça, il n'y a presque personne. Pourquoi? Parce que les routes calédoniennes, il faut dire les choses comme elles sont dangereuses. À aucun moment, les coureurs peuvent s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'elles sont dangereuses du lundi au samedi. Le seul créneau où ils peuvent s'entraîner, c'est le dimanche. Mais le dimanche, voilà, tu prépares déjà la semaine qui commence le lendemain avec le lundi. Donc, ce sont des conditions d'entraînement extrêmement difficiles, surtout pour un amateur. Donc voilà, le choix il est vite fait. Je préfère rester à la maison avec ma famille que d'aller m'entraîner un dimanche après-midi pour, dans des conditions où tu t'entraînes, c'est risqué. Un exemple du cyclisme, c'est aussi Thierry Fondère. Voilà, Thierry Fondère, donc actuel maillot jaune du Tour de Calédonie de 2014. Donc pour lui, 2015 sera l'année de transition, donc il va effectuer plus de raids. Et surtout, plus de VTT, ce sera sa feuille de route, donc la feuille de route du maillot jaune. Donc c'est la preuve que le VTT pourrait relever le défi. Actuellement, le cyclisme calédonien ne dispose pas de conseiller technique régional. Et c'est un poste donc, qui était occupé par Laurent Gagné. Et voilà, pour revenir à Thierry Fondère, lui cette année, il a décidé de se lancer dans le VTT. Pourquoi? Pour les raisons que l'on vient de citer juste avant. Donc les raisons de sécurité. Et puis il y a des sportifs qui recherchent le plaisir, donc ils veulent prendre plaisir à pratiquer une activité, surtout au niveau du vélo. Et puis le VTT, c'est vraiment la discipline où tu peux t'amuser et faire de la compétition et surtout faire du sport dans des conditions où la sécurité est largement respectée. Et quelle est la fonction de Laurent Gagné? Alors actuellement, Laurent Gagné, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Il effectue 3 semaines en métropole, 3 semaines ici, donc normal pour voir sa famille. Donc voilà, son travail, c'est il entraîne la sélection, les coureurs, et quand il est ici en Nouvelle-Calédonie, il visionne les entraînements, donc des séances en métropole qui sont filmées, et là il apporte les corrections qui doivent être effectuées. Voilà, c'est un autre, c'est je dirais un paradoxe, parce qu'on a un champion du monde calédonien qui va travailler en métropole. Là, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est qu'il y a un véritable malaise au sein de cette discipline. Et après, le problème dans ce genre de... l'inconvénient dans ce genre de problème, c'est que ceux qui sont pris en otage, ce sont les coureurs, ce sont les sportifs. Donc, à nous de nous poser les bonnes questions. Et puis, on espère que le cyclisme calédonien pourra se relever et pourra redonner encore des champions comme on a pu le faire avec, encore une fois, Laurent Gagné. C'est quand même la fierté du pays en matière de cyclisme. Très bien, on espère que les choses vont avancer. Merci beaucoup, Jimmy. Merci Chloé et merci à tous. Et nous, on rejoint Camille pour Grandeur Nature.
Bonjour Camille, alors aujourd'hui je crois que tu nous emmènes en voyage à l'autre bout du monde pour parler d'un arbre qui existe aussi ici chez nous, l'arbre du voyageur. Exactement, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors on va partir à Madagascar en plein océan Indien. Pour la petite histoire, eh bien, cette île est séparée de l'Afrique depuis 160 millions d'années. Un vestige tout simplement du supercontinent Gondwana. Alors, le Gondwana, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, à l'époque, il y a 160 millions d'années, avant, l'Afrique, l'Arabie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Antarctique et l'Australie et aussi la Nouvelle-Calédonie, en fait, ne faisaient qu'un seul bloc. Et c'est à la dislocation de ce supercontinent Gondwana qui est apparu ces différents blocs. Donc un nom Gondwana qu'on doit à Édouard Suess, un géologue autrichien qui a donné ce nom par rapport à une référence d'une région indienne. D'accord, donc ça signifie que toutes les terres qui sont dans l'hémisphère sud aujourd'hui sont issues de ce supercontinent. Voilà, et pour la petite histoire, petite info supplémentaire, l'année dernière, en octobre 2014, eh bien, des scientifiques, en explorant des endroits encore méconnus de l'océan Indien, ont découvert eh bien, des fragments de ce supercontinent Gondwana. D'accord. Alors, en ce qui concerne Madagascar, puisque aujourd'hui on voyage un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Eh bien, c'est la 5e plus grande île au monde, avec une superficie de 600 000 km². D'accord, donc la première, c'est l'Australie. Exactement. Mais alors, pourquoi est-ce que, en Madagascar, on l'appelle l'île rouge? Alors, tout simplement, c'est dû à la composition de son sol. L'île est composée, en fait, d'une grande partie d'oxyde ferrique et d'aluminium. C'est donc ce qui donne la couleur rouge. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la faune et la flore? Eh bien, faune et flore exceptionnelles, un peu comme en Nouvelle-Calédonie, mais fois 10 peut-être, on peut dire, avec une magnifique représentation bien, des lémuriens, de caméléons, d'oiseaux exotiques. Il y a aussi des baobabs, les fameux baobabs, des plantes carnivores et des orchidées. Madagascar est considéré par tous les scientifiques comme le sanctuaire de la nature. On y trouve des espèces uniques au monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Eh bien oui, et on va commencer avec des chiffres. 7 variétés de baobab, alors qu'il n'en existe qu'une seule en Afrique. Il y a aussi près de 19 000 espèces végétales sur l'île. C'est un record mondial. Il y a également plus de 1000 variétés d'orchidées. Et c'est sur cette île qu'on peut voir la plus grande variété de lémuriens. D'ailleurs, on va pouvoir voir les petits lémuriens en photo. Et les 2 tiers des espèces de caméléons qui existent au monde se trouvent à Madagascar. Et comment ça se fait qu'il y a ce fort taux d'endémisme? Eh bien, tout simplement parce que cette île a été détachée du continent il y a plusieurs millions d'années. Donc, 160 millions d'années. Et donc, c'est ce qui lui doit cette magnifique variété de faune et de flore, avec petite précision 80 voire 90% d'endémisme. D'accord, je comprends mieux. Alors, au début, tu nous parlais donc de l'arbre du voyageur. Donc, vas-y, on t'écoute. Je suis tout oui. Entre faire des bonds dans l'histoire, dans le passé, aujourd'hui, on va faire un petit quiz. À ton avis, l'emblème de Madagascar, qu'est-ce qu'on peut trouver? Il doit y avoir l'arbre du voyageur. Exactement. Peut-être de la vanille, non? Ah non, pas de la vanille, mais du riz. En fait, c'est l'aliment national. Donc, l'arbre du voyageur, on trouve aussi comme symbole de cette île, malgré que cet arbre se trouve dans les 4 coins du monde. Et on y trouve aussi le zébu, qui est une importante... qui est important dans la culture malgache, tout simplement parce que c'est un sport national qui s'appelle le savika. Le savika, en fait, c'est une sorte de taureau-machine, mais sans mise à mort du zébu. D'accord. Voilà pour les petites infos autour de ça. D'accord, merci. Alors, pourquoi, justement, est-ce qu'on appelle l'arbre du voyageur comme ça? Eh bien, tout simplement parce que l'arbre du voyageur est très utile en voyage. Donc, le mieux, c'est qu'on regarde tout ça en images. Je m'appelle Isabelle Dejean, j'habite à Pointe-Boute
et j'ai la pépinière Le Phénix. Ça fait 15 ans qu'elle est ouverte officiellement et ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite. Donc je me suis orientée naturellement vers les plantes. Alors j'ai fait aucune étude au niveau de l'horticulture. J'ai tout appris sur le tas en m'intéressant uniquement aux plantes en fait. Derrière moi, on a un arbre du voyageur. C'est son nom courant. Son nom scientifique, c'est Ravenala madagascariensis. Et comme son nom l'indique, il est endémique de Madagascar. C'est un arbre qui pousse assez rapidement, qui aime beaucoup l'eau, mais adulte, il peut résister à des sécheresses facilement. Par contre, dans certaines régions, comme des îles de l'océan Indien, il peut devenir carrément envahissant. C'est un arbre également, de par son système racinaire, qu'il vaut mieux éviter de planter trop près d'une maison ou à proximité de conduite d'eau. Alors on l'appelle couramment arbre du voyageur parce qu'il a la particularité de retenir de l'eau dans ses feuilles, en fait, à la base de ses feuilles. Bon, elle n'est pas vraiment potable, mais pour quelqu'un qui a très soif, ça peut lui permettre de survivre. Mais c'est pas une eau qui va être vraiment potable. Il vaut mieux éviter de la boire quand même. C'est un arbre qui pousse en éventail. Toutes ses feuilles sont sur le même plan. Il n'y en a pas une qui va sortir de ce plan-là, c'est tout à plat. Il a des grandes feuilles qui se déchirent facilement avec le vent. C'est un arbre qui peut faire 5 mètres de haut quand même, à terme. Et régulièrement, il a des inflorescences qui poussent, qui sortent à la base des feuilles. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des feuilles qui partent du tronc sur des grandes tiges. Ça ressemble beaucoup à des feuilles de bananier. Donc il faut savoir que c'est quand même un parent éloigné. On le retrouve un peu partout où il a été planté par l'homme. Maintenant, il faut savoir que c'est un arbre qui ne va pousser que dans la zone tropicale. C'est pas un arbre qui aime le froid en fait. Il ne supportera pas le froid. Il a besoin de soleil, parce que de toute façon, il va monter pour chercher la lumière. Et pourquoi il n'est pas planté plus que ça dans les jardins? Parce que c'est quand même un arbre qui est relativement volumineux. Et dans des petits jardins, ça prend tout de suite beaucoup de place. Donc c'est plus réservé, on va dire, à de l'aménagement paysager au niveau des espaces verts, mais avec une surface assez importante. Ou alors des gens qui ont des grands terrains où ils peuvent se permettre d'en mettre. Ça, c'est un rejet de l'arbre principal, qui est ici. Voilà, l'arbre principal. Donc là, ici, on voit une inflorescence qui est vieille, qui a séché, et qui a déjà perdu ses graines. C'est un arbre qui n'a... Moi, je ne connais pas d'ennemis, aussi bien insectes qu'autres. C'est vraiment quelque chose de très, très rustique. C'est juste là, derrière l'enveloppe sèche. Voilà, c'est ça qu'il faut couper. Ok, merci.
Voilà, donc ça c'est une enveloppe de graines qui va arriver à maturité, donc qui est totalement fermée, que j'ai ouverte pour sortir les graines pas encore mûres. Une fois mûres, elles s'ouvrent comme ça en 3 parties. Et toutes les graines sont à l'intérieur. Ce sont des graines d'arbre du voyageur. Elles ont, comme on le voit sur ma main, elles ont une forme un peu allongée. Et elles sont recouvertes justement avec cette espèce d'indument cireux qui enveloppe en totalité la graine. Mais c'est surtout la couleur, ce bleu intense, qui est vraiment superbe. Donc en fait, les graines, elles sont disposées comme ça dans l'enveloppe. Et il y en a plusieurs par compartiment. Cette enveloppe sèche, elle peut très bien servir également pour des bouquets séchés, parce qu'elle est vraiment très très dure. Voilà, un très bel arbre, en plus pratique pour le voyageur, on l'a dit. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cet arbre? Alors, petite précision, donc il ne pousse que dans les régions tropicales. L'arbre du voyageur est de la même famille que l'oiseau du paradis, qui est, petite précision, l'oiseau du paradis originaire de l'Afrique du Sud. Et en fait, ces fleurs sont hermaphrodites, avec une pollinisation par les oiseaux ou par les chauves-souris. La floraison, c'est toute l'année. Et petite précision, donc on a dit que les jeunes, les feuilles étaient comestibles. Alors si jamais pour n'importe quelle raison vous devez vous trouver en forêt et que vous êtes à court d'eau, sachez que vous pouvez trouver de l'eau comme c'est dit dans le sujet, mais ne goûtez que les jeunes pousses. Les jeunes pousses d'arbre du voyageur. Voilà. D'accord, je note ça dans mon cahier d'aventurière. Merci pour les infos, Camille. Alors donc on a dit l'arbre du voyageur, c'est un symbole donc à Madagascar. Et en début d'émission, tu nous as parlé d'espèces uniques au monde que l'on peut trouver là-bas. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Eh bien oui, à Madagascar, c'est le seul endroit au monde où on peut trouver en liberté les lémuriens. Alors cet animal, c'est le plus célèbre animal de l'île, tout simplement parce que certaines espèces de lémuriens prennent le soleil avec des bras en croix. Et donc du coup, ce qui fait penser qu'ils sont en train de prier. Et donc c'est aujourd'hui un symbole pour certaines ethnies malgaches qui le vénèrent. Ah oui. Et donc aujourd'hui, il est considéré aussi comme l'ancêtre des singes, c'est plus un cousin, on va dire, éloigné. Donc, dans la famille des lémuriens, il y a 36 espèces, dont la grande majorité se trouve sur l'île Rouge, donc Madagascar. D'accord, et on en trouve aussi sur le continent africain, non? On en trouvait. Voilà, parce que en fait, face à la compétition avec les autres primates, on n'en trouve plus. Aujourd'hui, le seul endroit où on peut les voir, c'est à Madagascar, où on peut où on peut les voir évoluer en toute tranquillité. Normalement. D'accord. Et comment ils sont arrivés sur l'île alors? Eh bien, on dit en fait que les premiers lémuriens sont arrivés à Madagascar sur des bois en flottant. Donc, ils venaient d'Afrique jusqu'à Madagascar. D'accord. Et maintenant, ils vivent paisiblement Eh bien, voilà, comme je disais, en toute quiétude, oui et non, parce qu'en fait, face à la déforestation intense, les lémuriens sont en voie de disparition. Les scientifiques estiment même qu'ils pourraient disparaître d'ici une vingtaine d'années face à cette forte déforestation. Donc, on va donner notamment quelques chiffres pour bien se rendre compte des dégâts, j'ai envie de dire. 200 000 hectares de forêt chaque année sont détruits et je le précise, c'est le seul habitat des lémuriens. Chaque année, 200 000 hectares de forêt partent en fumée à cause d'une culture du brûlis ou encore à cause des feux de brousse. Donc, on estime aujourd'hui qu'il ne reste que 10 à 13% de la forêt malgache originelle et donc elle pourrait disparaître d'ici une génération si des mesures de conservation, bien sûr, ne sont pas prises par les autorités de manière urgente. D'accord, donc un constat lourd de conséquences. Donc si je comprends bien, d'ici 20 ans environ,
il n'y aura plus de forêt, donc plus de lémuriens non plus à Madagascar. Voilà, mais si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué face à la pauvreté, mais voilà, les autorités malgaches quand même réagissent face à ce grave constat. Et donc aujourd'hui, eh bien, elles font tout leur nécessaire pour préserver cette culture. Donc déjà, voilà, pour préserver aussi ce patrimoine. Donc bon, les choses ne peuvent pas se faire en un jour. Oui, mais bon, en tout cas, c'est triste de l'apprendre. Encore une fois, nos actes ont des répercussions sur ce qui nous entoure. Et si on ne fait pas attention, bientôt, le monde dans lequel on vit ce ne sera plus pareil, aussi sain et puis ne sera peut-être même plus du tout. C'est triste. Oh là là, on n'espère pas. Donc, si, c'est triste, c'est triste. C'est dommage de terminer l'émission sur une touche négative. Non, mais c'est alarmant quand même. Et puis quand tu vois ces petits lémuriens, là, c'est franchement... Voilà, eux, ils sont super mignons. Il faut les préserver. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Camille. Merci Chloé, à bientôt. Bonjour Christophe, alors aujourd'hui on va poursuivre notre discussion sur l'enseignement en Calédonie dans la rubrique C'est citoyen. Bonjour Chloé, bonjour à tous. En effet, la semaine dernière, je vous ai présenté l'enseignement primaire, celui qui concerne les écoles maternelles et les écoles primaires du pays. Aujourd'hui, je vais vous parler des collèges et des lycées et du rôle des provinces, de la Nouvelle-Calédonie ou encore de l'État dans le fonctionnement de ces établissements. D'accord, alors combien d'élèves sont scolarisés dans l'enseignement secondaire ? Près de 33 500 élèves fréquentent les 54 collèges publics et privés et les 20 lycées d'enseignement général, technique ou professionnel. La province Nord dispose de 19 collèges et de 10 lycées d'enseignement général ou professionnel. La majorité d'entre eux ont été construits depuis le début de la provincialisation. Les communes de Wegua, de Poya ou de Koné, avec le chantier en cours du deuxième collège de Payamboué, sont les 3 dernières communes bénéficiaires d'un tel équipement conçu dans une logique de proximité. D'accord. Alors qu'en est-il plus particulièrement de l'enseignement privé ? Donc on reparle de nos 3 réseaux confessionnels, donc la direction diocésaine de l'enseignement catholique, la DEC, la Fédération d'enseignement libre protection, la FELP, et l'Alliance scolaire de l'Église évangélique, l'ASE. Donc ces 3 réseaux scolarisent 10 180 élèves. Au total, l'enseignement privé scolarise 30% des effectifs globaux du pays. Le plus important réseau de l'enseignement privé, la DEC, scolarise, en tenant compte des élèves du primaire, près de 15 000 élèves. Et près de 1900 personnes travaillent dans ces effectifs. Avec eux, l'enseignement catholique est le 2e employeur privé du pays. D'accord. Alors, quel est le rôle des provinces dans la gestion des collèges ? Donc, les provinces construisent et équipent les collèges. En plus, elles allouent annuellement une dotation de fonctionnement à chaque collège en tenant compte des effectifs scolarisés et de la surface des bâtiments. Elles gèrent les internats provinciaux qui permettent d'offrir un accueil, notamment avec de l'hébergement, de la fourniture de repas ou de l'accompagnement scolaire aux enfants scolarisés loin de leur domicile. D'accord. Alors la semaine dernière, tu nous avais parlé également de l'évolution des compétences de la Nouvelle-Calédonie depuis l'accord de Nouméa en 1998. Qu'en est-il pour l'enseignement secondaire ? En effet, pour l'enseignement primaire, les choses ont bougé en 2000. Pour l'enseignement secondaire, la situation a évolué depuis 2012. Depuis cette date, l'État et la Nouvelle-Calédonie exercent au sein d'un même service les compétences respectives qu'ils détiennent en matière d'enseignement. Donc c'est le secondaire, privé et public, c'est également le privé primaire et la santé scolaire. L'État demeure compétent pour la délivrance des titres et des diplômes et pour l'organisation des examens et des concours. Le personnage central de l'exercice de cette compétence est le vice-recteur. Celui-ci est nommé par décret du président de la République après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le vice-recteur est aussi chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nouvelle-Calédonie en tant que directeur général des enseignements. D'accord. Alors concrètement, en quoi consiste ce transfert des compétences ? Premièrement, pendant une période dont le terme sera fixé par l'État, l'ensemble des personnels rémunérés sur le budget de l'État au titre des compétences transférées est automatiquement et directement et globalement mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Cela représente près de 4600 personnes, dont 3400 enseignants, pour un budget dépassant les 42 milliards. Wow. C'est l'équivalent d'un quart du budget global du pays. C'est impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. En second lieu, la Nouvelle-Calédonie devient également compétente en matière de construction, de rénovation et d'entretien des lycées. Cependant, la loi organique d'août 2009 a prévu le financement des lycées de Pointe-Bout et du Mont-d'Or, qui sont en cours de construction, directement par l'État. Le lycée de Pointe-Bout, qui deviendra un lycée polyvalent adossé à l'actuel lycée d'enseignement agricole et général, permettra de scolariser plus de 1000 élèves après un investissement de près de 5 milliards CFP. Pour découvrir les préoccupations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l'État sur la scolarisation des collégiens et des lycéens, je vous propose de découvrir en images la deuxième partie du forum de rentrée scolaire de la province Nord.
Alors au-delà donc de cet enjeu des fondamentaux qui ne se limite pas au premier degré, la faute elle n'est pas au premier degré, la faute elle est à tout le monde et elle est aussi au second degré, vous permettrez monsieur le vice-recteur, parce que quand ces élèves-là justement qui n'ont pas acquis ces fameux savoirs fondamentaux arrivent au collège, quelque part il faudrait que là on puisse véritablement les repérer, les accueillir et faire le nécessaire justement au stade où ils en sont. Au stade où ils en sont, pour que on complète et on finisse, on achève, je dirais, cet apprentissage. Mais après, au collège se posent, vous le savez, d'autres questions que l'on peut résumer, mais évidemment c'est une expression approximative, le décrochage scolaire. Donc il faut continuer à se battre sur ces terrains-là. Le décrochage scolaire, c'est un peu facile de dire ça. Parce que c'est compliqué, ça veut dire à la fois agir à travers des dispositifs existants ou à mettre en place ponctuellement et dans certains établissements à travers notamment les projets d'établissement. Mais c'est aussi des dispositifs et des structures pilotées par la Nouvelle-Calédonie et plus spécialement le vice-rectorat à travers évidemment des personnels là, chargés de veiller à tout ça, de faire en sorte aussi qu'on ait les moyens de repérer ces élèves. C'est compliqué. Alors je sais qu'il y a des travaux là, qui sont engagés, je ne sais pas où ils en sont, sur le repérage justement des élèves là, en difficulté, en passe de devenir des décrocheurs ou de décrocher. On sait que bon an mal an, on a sur une classe d'âge d'environ 4500 élèves, près de 500 élèves qui sortent du système éducatif sans véritablement de qualification, ou en tout cas avec trop peu de moyens pour pouvoir s'insérer convenablement, s'intégrer socialement. Il faut par exemple que nous parvenions à rendre cet enseignement beaucoup plus vivant, beaucoup plus concret, et que dans le cadre d'un certain nombre de projets d'école, projets d'établissement, mais projets pédagogiques également, puisque c'est la terminologie arrêtée, officielle, il faut que nous proposions effectivement à ces élèves de se confronter véritablement à des situations de vie où justement la question du civisme, de la citoyenneté puisse se vivre de façon concrète. Autrement dit, leur proposer des engagements, évidemment mesurés dans le cadre de ce qui peut être conduit par l'école, avec les responsabilités de l'école. Et aussi, vraisemblablement, ça suppose le lien avec les familles, bien sûr. Donc, on s'est dit que ce service civique pourrait justement leur rendre un grand service si on pouvait les engager, les enrôler à travers le service civique, et ne serait-ce que de pouvoir aussi les repérer. Donc on travaille dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas encore abouti à une formule convenable répondant à cet objectif, mais nous avons bon espoir justement à travers le service civique de pouvoir faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes là, qui ont décroché, quelles qu'en soient les raisons, puissent être remis sur le bon chemin pour non seulement accomplir un service civique, mais aussi pour pouvoir s'insérer. Donc il y aurait, à travers ce troisième volet, une double ambition qui est bien sûr le service civique, mais aussi l'insertion professionnelle. Notre ligne de force, Direction générale des enseignements, vice-rectorat, vous l'avez compris, c'est le rééquilibrage, et le rééquilibrage passe par le rééquilibrage en faveur de la province Nord. Ça, c'est une idée que je souligne inlassablement, que je martèle. Rééquilibrage que vous pouvez aller voir sur le chantier du lycée de Pointe-Boute, qui est démarré, puisqu'il y a les palissades qui protègent maintenant le début du chantier. Donc le lycée est en marche, ce n'est plus un rêve lointain, c'est une réalité que vous pouvez avoir sous vos yeux. Rééquilibrage à cette rentrée également par l'ouverture d'un BTS à Pointe-Limier, un BTS qui va permettre à nos jeunes du Nord de compléter une offre qui était déjà par le Greta, mais qui donne véritablement une pérennité à quelque chose de nouveau, et rééquilibrage aussi que la province apporte par la construction d'un nouveau collège à Paillan-Boué. Ce sera le deuxième collège de Koné. Donc vous voyez que l'équipement éducatif en province Nord se développe, et cet équipement va dans le sens du rééquilibrage, et le rééquilibrage, c'est d'abord et avant tout une lutte contre les inégalités. L'installation de nouveaux équipements scolaires en Nouvelle-Calédonie, et particulièrement en province Nord,
correspond à une volonté de rééquilibrage. En donnant des établissements de proximité et de haut niveau, nous donnons plus de chances à tous les élèves. Et donc cette meilleure distribution des chances va dans le sens d'une élévation générale des formations, parce que les jeunes vont trouver des formations de qualité, à proximité de chez eux, avec des enseignants de qualité, et donc nous arrivons à concilier des exigences locales avec une exigence d'avenir en donnant des formations de haut niveau. Et donc l'apport d'un nouveau collège à Paillenboué, le lycée dont une première tranche doit être livrée dès la rentrée 2016, va considérablement améliorer l'offre de formation. De la même façon, nous ouvrons cette année un BTS à Poindimié, et là c'est une excellente nouvelle pour la province Nord. C'est ça notre horizon de travail, c'est de lutter contre les inégalités, et la priorité donnée à l'école, c'est parce que l'école est le premier levier de lutte contre les inégalités. Il suffit d'aller dans les écoles, ne serait-ce que de manière visuelle, pour se rendre compte combien nos élèves sont extrêmement inégaux. Nous connaissons des phénomènes de réussite dans de petits établissements, et c'est à l'honneur de tous les personnels de ces établissements. La réussite est souvent affaire d'hygiène de vie, affaire de climat studieux dans l'établissement, d'entraînement régulier aux épreuves, d'apprentissage sur le long terme. Et donc c'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas une clé, il y a un ensemble de facteurs. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ces facteurs-là soient maîtrisés par tous les établissements pour que l'exemple de Ouégoua essaime ailleurs, parce qu'une fois qu'on a montré que la réussite est possible, la réussite est accessible, même lorsqu'on est à un collège isolé, cela a un effet d'entraînement sur les autres. Ce qui est très important, c'est de montrer cette accessibilité de la réussite qui dépend de la volonté de chacun. Voilà, donc lutter contre les effets des inégalités sociales, combattre l'illettrisme et le décrochage scolaire, promouvoir les langues kanak et le numérique sont quelques-unes des ambitions affichées. Donc Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Même si l'évolution des admis au diplôme national du brevet, le DNB, entre 2002 et 2014 est favorable, plus 26% avec 3400 diplômés, les résultats sont très variables d'un collège à un autre, d'une province à une autre. Par exemple, le taux de réussite en province Nord est de 70,6%. Oui. Pour le Sud, 79% et pour les îles, 83,2%. Pour le bac général, technologique et professionnel, le constat est le même. Le taux de réussite en 2014 est de 80% avec 2819 admis. Cependant, ce chiffre masque mal les disparités sociales et géographiques qui existent. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ambitionne dans les 5 ans à venir de faire passer de 63 à 75% le taux d'accès d'une classe d'âge au bac et de réduire de moitié les sorties du système sans qualification qui représente aujourd'hui près de 15% d'une classe d'âge. D'accord. Et comment s'organise le vice-rectorat, Direction générale des enseignements, pour permettre justement cette évolution ? Un groupe académique de lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme existe. Celui-ci permet d'échanger sur les bonnes pratiques mises en place par les différents établissements scolaires. Il se réunit plusieurs fois par an à la demande du vice-recteur et associe les partenaires du monde éducatif, provinces, communes, associations. Une cellule absentéisme et décrochage scolaire existe également. Celle-ci est chargée plus particulièrement du suivi des cas particuliers. En complément des efforts déployés par les différents établissements sur la base de leur autonomie de fonctionnement, le vice-rectorat a développé avec ses partenaires un ensemble de réponses afin de mieux lutter contre ce phénomène. On peut citer le dispositif relais du collège de Païta, le dispositif d'initiation au métier en alternance à Lima avec le réseau des maisons familiales et rurales, MFR, et l'itinéraire personnalisé en lycée. D'accord, et il est question également de service civique. En effet, il existe un service civique décrochage scolaire qui est un moyen de remédiation. Il s'agit d'offrir aux jeunes de plus de 16 ans un contrat basé sur un engagement citoyen auprès des institutions publiques ou du monde associatif. L'élève bénéficie pendant la période de ce contrat d'une indemnisation et d'une couverture sociale. D'accord, et le gouvernement aussi travaille sur un service civique ? Oui, effectivement, lors de sa déclaration de politique générale du 13 avril dernier, le président du gouvernement, Philippe Germain, a parlé d'un service civique calédonien qui concernerait tous les jeunes du pays cette fois-ci, afin de développer chez eux le civisme et l'esprit d'engagement. Ce service civique serait articulé avec le dispositif déjà existant, géré par l'État. D'accord, et pour l'illettrisme, parce que la situation est plutôt préoccupante. Oui, très préoccupante. L'illettrisme touche un Calédonien sur 5. Le gouvernement lie le combat contre cette situation avec celui
contre la fracture numérique. Les apprentissages fondamentaux, l'utilisation des outils informatiques seront davantage combinés. Un schéma global d'action est en cours de préparation au niveau du gouvernement. L'ambition également d'accorder toute leur place aux langues et aux cultures dans son portant de nos enfants sont également affirmées au niveau du gouvernement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Merci Chloé, merci à tous. J'espère que cette chronique vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne l'enseignement secondaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous de C'est Citoyen, cette fois-ci consacré aux journées défense et des citoyennetés. Merci beaucoup. Quant à nous, on rejoint Falaï pour demander le programme. C'est tout de suite. Et nous revoilà avec Falaï pour demander le programme. Et comme tous les mercredis, Actu Cinéma avec 2 sorties ciné aujourd'hui. On va aller dans 2 mondes complètement différents. Pour le premier film, c'est une comédie, La légende de Robin des Bois. Version française sort aujourd'hui sur grand écran. Robin des Bois, la véritable histoire, c'est le titre du film réalisé par Anthony Marciano, un tout jeune réalisateur. C'est son 2e long métrage. En 2013, il a réalisé le film Les Gamins, où joue Alain Chabat. Et dans ce Robin des Bois, Anthony Marciano transforme notre héros en anti-héros. Donc, au lieu de voler aux riches pour donner aux pauvres, lui et son compère Tuck font l'inverse. Ils ne volent que les pauvres, les femmes et les enfants. Le reste, c'est trop risqué pour eux. Ah voilà autre chose. Alors, une manière parodique, bien sûr, de revisiter le mythe du voleur de Sherwood. Oui, alors comme tu le sais, ce n'est pas la première fois qu'un mythe est revisité au cinéma sur le temps de la parodie, avec à chaque fois l'intitulé La véritable histoire. Donc, avant ce film, il y a eu le conte du Petit Chaperon Rouge. Donc le titre, La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, ou encore La véritable histoire du Chaboté, et pour finir, La véritable histoire de Blanche-Neige. Oui, c'est vraiment une tendance au cinéma. Alors oui, une tendance certes, mais si ça plaît réellement, c'est une autre question. Alors, comme tu le sais, j'aime beaucoup me balader sur les différents articles de critique cinéma pour chaque film. Bon, je m'y fie pas souvent, mais ça peut aider. C'est sûr. Et pour ce film, les avis sont très mitigés, voire même extrême, mais pour faire simple, il faut le regarder vraiment au second degré, et de toute façon c'est un choix du réalisateur d'en faire une comédie très décalée. D'accord, bon, c'est bien d'aller le voir après une grosse journée de boulot, on va dire, histoire de se vider la tête avec le cerveau en mode veille. Voilà, exactement, par exemple, oui. Alors pour finir, on retrouve à l'affiche des acteurs connus comme Max Boublil, qu'on a également pu voir dans le film Les Gamins, ou encore La vérité si je monte 3. Il y a également la jolie Géraldine Nakache qui incarne, quant à elle, le personnage de Marianne. Et on peut noter la présence de Malik Bentala. J'adore Malik Bentala. On l'a découvert dans le Jamel Comedy Club. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir la bande-annonce. Ça va? Il vous a pas fait de mal? Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces, moi c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai même pas demandé votre nom. Robin. Et Robin comment? C'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes de la police ou quoi? Robin, Desbois. Avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Je m'appelle Marianne. Super. Enchanté, petit Jean. Robin. Le gang de Sherwood, c'est nous. C'est le shérif qui tient les rênes. On vole aux riches pour donner aux pauvres. On va lui voler les impôts qu'il nous a volés. Et en plus, ils ont prévu un petit convoi léger. C'est pas beau, ça. Et sérieux, c'est quoi qu'il a mangé, lui? Tu veux voler les impôts, mais t'es malade ou quoi? On ne vole que les pauvres, les femmes, les vieux, les infirmes. Mais pas le reste, c'est trop dangereux, on fait pas ça, nous. Ça va, monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Non, c'est pas possible, recompte. Pourquoi recompte? Parce que je sais pas compter, c'est ça? Parce que je suis arabe? C'est parce que je suis homo? C'est parce que je suis juif? Tout est juif, toi, maintenant. Sur mon grand lac, ça fait bien longtemps qu'aucun pêcheur n'a posé sa barque. Pourquoi tu veux pas sortir avec ma mère? Parce que... Eh ben, regarde là! Elle est dégueulasse! On dirait un homme. C'était quoi, ça? Bah, je les ai envoyés redistribuer le butin. On vole aux riches pour donner aux pauvres. Et comment ils vous remboursent, du coup? Faut lui offrir un cadeau. Cadeau à Marianne. À part une cagoule, je vois pas ce que je pourrais lui offrir. Pourquoi c'est moi qui dois grimper? Parce que je suis petit, c'est ça? C'est parce que je suis homo? Non, c'est pas parce que t'es homo. Parce que je suis arabe.
Je me rends. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Il est débile. Dès que la corde est tendue, t'y vas. Hein, tu leur laisses même pas le temps de réagir. Et nous, on te couvre juste après, par derrière. Voilà, c'était la bande-annonce de Robin des Bois, la véritable histoire. Et on poursuit, nous, avec une deuxième sortie. Oui, alors on quitte complètement la comédie pour un film d'épouvante. Il s'agit de Ouija, un film réalisé par Stiles White, un film qui a reçu une nomination au festival du film fantastique de Gérard Maire. Oui, alors Ouija, ça me dit quelque chose, c'est le jeu là pour faire des séances de spiritisme. C'est exactement ça. Donc l'histoire du film il tourne autour de cet objet. L'histoire, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui a perdu une amie d'enfance. Et les circonstances de sa mort sont atroces. Et ces jeunes intrigués tombent sur cette planche, donc le Ouija, et ils décident de contacter leur défunte amie. Et à partir de là, des événements de plus en plus étranges vont se multiplier et ils vont essayer de s'en sortir, au moins pour rester vivants. D'accord. Alors ce film est sorti aux États-Unis en octobre dernier. Est-ce qu'on a un retour des critiques? Qu'est-ce que disent les critiques en Oui, général? c'est un succès au box-office. Ouais. Ouija a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 5 millions de dollars. Ouais, c'est bon ça. Ouais, j'avoue que c'est des grands chiffres. Il s'agit du 7e film produit par Jason Blum à se classer tout en haut du box-office américain. Le producteur affirme également qu'il préparait la suite de Ouija. Aucune date pour l'instant. On se regarde la bande-annonce. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà ressenti après la mort d'une personne que vous aimiez qu'il y a moyen d'entrer en contact avec elle? Tu veux parler à Debbie? Ouais. C'est ici que Debbie est morte. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est un ami sincère que nous nous présentons. Esprit de l'au-delà, en ces lieux, nous t'invoquons. Si tu peux m'entendre, sache que tu me manques. Ouais, c'est bon, qui l'a fait bouger, hein? Sarah, arrête, c'est pas moi qui l'ai poussé. Ça donne et l'ami. Ça me fiche la trouille, ça suffit, maintenant on arrête. Il fallait à tout prix que je filme ça. Debbie a trouvé la planche chez elle, et elle a réveillé une force. Cette chose nous hante. Y a quelqu'un? Il s'occupera de chacun d'entre nous, à qui il tourne. Vous devez rompre la connexion, ou elle vous retrouvera. Il va falloir y jouer, de nouveau. C'est ton ami sincère que nous nous présentons. Esprit de l'au-delà, en ces lieux, nous t'invoquons. Esprit, es-tu là? Est-ce que tu as tué Debbie? On arrête, on joue plus maintenant! Voilà, pour les amateurs de frissons. Allez, on poursuit, nous, avec les sorties ciné de La Foi et Bouraille. Oui, alors à la fois, aujourd'hui, le film Chappie est sur grand écran, un film de science-fiction. C'est l'histoire d'un futur où la police est entièrement robotisée, sauf que va apparaître le premier robot qui pense et ressent tout seul, ce qui ne va pas plaire à certaines forces puissantes qui vont essayer de l'exterminer. Le film dure presque 2 heures et la séance est à 17h30. D'accord, et qu'est-ce qui est à l'affiche sur la commune de Bouraille? Alors à Bouraille, le film Fast and Furious 7, un film d'aventure avec course de bolide, donc on est tous, vengeance, et un clin d'œil à Paul Walker, mort d'un accident de voiture avant la fin du tournage. Il incarne Brian O'Connor pour la dernière fois. Et oui, quelle fin ironique. Merci beaucoup Falaï pour ces infos sorties ciné. Au plaisir. Quant à nous, on retrouve Mara tout de suite, La Science et nous. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Pour une majorité d'individus, les mondes de la science et de la mode sont 2 mondes totalement opposés. Pourtant, pour avoir expérimenté les 2 domaines, il se trouve que les stylistes et les grands couturiers utilisent des approches rationnelles qui sont tout à fait similaires à celles qu'on utilise dans la recherche scientifique. Ah bon, tu trouves? Mais dans quel sens est-ce que tu trouves que ça ressemble? Et ben en fait, au cours du processus de création, dans la mode, on fonctionne de la même façon qu'en recherche scientifique. On doit établir une planification expérimentale rigoureuse, on doit beaucoup tâtonner, essayer, réessayer, on doit être capable de penser en dehors des sentiers battus, ça c'est important, pour arriver à notre objectif. On doit être capable aussi d'interpréter de façon critique les résultats qu'on obtient, ce qui n'est pas toujours évident, et dans
dans tous les cas, les deux domaines demandent d'avoir une très très forte dose de motivation, un professionnalisme et une ardeur au travail vraiment sans égal. C'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu le même type de réflexion dans les deux cas. Et oui, et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu une initiative qui a mis en valeur justement cette similarité de réflexion dans ces deux domaines. Donc ça s'est passé au Royaume-Uni. En fait, ce projet, ils l'ont appelé Des Sciences et il a permis à des scientifiques et des stylistes de travailler ensemble sur la conception d'un vêtement. Le scientifique, en fait, offrait ses travaux de recherche comme source d'inspiration au styliste qui devait, lui, les faire ressortir dans le vêtement par le travail de la forme, de la matière et de la couleur. D'accord, oui, original comme démarche, pourquoi pas. Alors j'imagine que l'objectif en fait de ce projet, c'était de populariser un petit peu la recherche scientifique au travers de ces créations. Oui, voilà, enfin d'essayer en tout cas, on va dire. D'accord, alors même au-delà de ça, de nos jours, la science, la technologie, on ne peut pas la dissocier en fait de tout ce qui nous entoure. Elle est reliée à tout ce qui nous entoure. C'est vraiment vrai dans tous les domaines désormais. La science apporte sa petite touche, enfin petite, souvent ça change vraiment tout en fait. Et le domaine de la mode, eh bien, il est vraiment loin d'être en reste. Oui, et j'ai vu aussi que les stylistes utilisaient de plus en plus les impressions 3D. Oui, alors bon, là, ce sont encore les débuts par rapport à d'autres secteurs comme la médecine, par exemple. Mais à coup sûr, la mode va investir également cette technologie dans les années à venir. Et d'ailleurs, il y a déjà une créatrice néerlandaise, Iris Van Herpen, qui s'est particulièrement illustrée sur les podiums de haute couture avec cette technologie pour la saison printemps-été 2015. On peut voir qu'en effet, ça lui a permis de créer des effets assez incroyables, comme vous pouvez le voir, qui sont très difficiles, voire impossibles à réaliser sans cette technologie d'impression 3D. C'est vrai que ça donne un effet un peu onirique, un peu surréaliste. Mais bon, c'est plus réservé au podium quand même, ça. On ne va pas porter ce genre de vêtements tous les jours. Ah bon? Moi, je ne vois pas des Non, en effet, oui, les vêtements imprimés en 3D, pour l'instant, c'est pas vraiment pour le prêt-à-porter, c'est plus pour le spectacle, on va dire. Oui. Par contre, c'est en bijouterie aussi que cette technologie fait bien bouger les choses. Avec les progrès de l'impression 3D, de nos jours, les joailliers peuvent créer des modèles en cire avec des détails qui sont extrêmement fins pour que le client puisse avoir l'impression la plus réaliste possible de son projet sans trop dépenser d'argent. Et ensuite, s'il est satisfait, eh bien là, l'artisan joaillier va utiliser une méthode qui est très ancienne, la même depuis plusieurs centaines d'années, la méthode de la fonte à cire perdue pour obtenir le bijou final. La méthode de la fonte à cire perdue, qu'est-ce que c'est que ça? Alors comme je te disais, c'est une méthode qui est vraiment très ancestrale. En fait, ça consiste tout simplement à enrober l'objet en cire d'un revêtement spécial, donc du plâtre réfractaire, de mettre le tout dans un cylindre métallique. Ensuite, ce cylindre est placé dans un four, une fois que le plâtre est pris, bien sûr. Donc ça sert d'une part à faire cuire le revêtement pour lui conférer ses propriétés, et d'autre part à faire fondre la cire et l'évacuer. Voilà, exactement. Et donc, en fait, à la sortie du four, eh bien, on obtient dans le revêtement l'empreinte exacte du modèle en cire d'origine. Et il n'y a plus qu'à couler le métal à l'intérieur, l'or ou le platine par exemple, pour obtenir le bijou final, une réplique exacte du modèle en cire d'origine. D'accord, et donc ça c'est la méthode utilisée par les joailliers? À 95%, oui, même si la méthode du travail directement sur le métal existe toujours, la plupart d'entre eux utilisent cette méthode. En tout cas, avec ce système, les clients sont sûrs d'être satisfaits. On regarde des bijoux sur mesure. Place Vendôme à Paris, au lieu de la joaillerie française, une des enseignes propose un concept original, le bijou sur mesure. Le client est le maître d'œuvre, il vient exposer son idée. Un artisan joaillier est à son écoute pour concevoir la pièce. Quand les deux parties sont satisfaites, une réplique de l'objet est réalisée grâce à la méthode de la fonte à cire perdue. Je ne serais pas passé directement de la feuille internet, si vous voulez, avec une idée, une photo d'une image, à je signe tout de suite. Parce que si à la fin, j'ai acheté quelque chose et je m'aperçois que ça n'a pas la taille que je veux, c'est trop petit, trop gros, je n'aurais pas fait. Donc je trouve que le fait de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas la bague finale, mais qui va s'y ressembler, en tout cas dans les volumes, c'est important parce que ça permet de s'assurer que le choix qu'on a fait sur une photo, c'est le bon choix. Pour valider tous les bijoux sur mesure, une pièce métallique de joaillerie est réalisée. La forme de la pièce à fabriquer est initialement sculptée dans une masse de cire ou fabriquée en métal. Le modèle en cire est donné au client pour validation, une étape indispensable, souligne le joaillier. L'intérêt de cette méthode, le prix. On n'a pas ces coûts de boutique. Tous les produits sont faits au fur et à mesure, donc on n'a pas les coûts de stock. Et donc du coup, nos prix sont en conséquence, c'est-à-dire moins chers, plus abordables, avec une qualité exceptionnelle.
1 mois après sa première consultation, notre cliente est satisfaite de sa bague. Un objet unique doté d'un diamant de 0,7 carats pour 6 100 €. C'est comme vous la sentez. Elle est géniale. C'est comme vous sentez. Voilà, donc en fait, par rapport à la méthode ancestrale, on va dire, ce qui change, c'est surtout au niveau de la fabrication du modèle en cire, puisqu'auparavant, c'était sculpté à la main, ça prenait énormément de temps, et si ça ne convenait pas au client, c'était surtout tout un travail pour faire la modification. Maintenant, avec l'impression 3D, non seulement ça va beaucoup plus vite, mais en plus, les détails sont extrêmement fins. On n'arrête pas de progrès. Hein. Voilà, et d'ailleurs, chez nous aussi, les joailliers sont très bien équipés. Ils travaillent, comme vous avez pu le voir dans le reportage, ils sont équipés de la même façon. D'accord, bon, avis aux personnes qui aimeraient réaliser le bijou de leur rêve. Et bien maintenant, c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Et pour la suite, donc on reste dans les bijoux, on va parler de bracelets connectés, c'est ça? Oui. Ce ne sont pas des bijoux et c'est même assez moche à porter, il me semble. Et oui, c'est vrai, on doit l'avouer. Bon, après, ça dépend des goûts, bien entendu, mais il faut l'avouer, dans cet accessoire high-tech, il n'y a que le nom qui rappelle le bijou. En général, ces bracelets sont là pour savoir à peu près tout sur notre vie, du nombre de pas qu'on effectue dans la journée au nombre d'heures qu'on dort pendant la nuit, entre autres. Oui, c'est surtout des petits bijoux de technologie, en fait. Ça sert il y en a qui servent à téléphoner même, à jouer à des jeux. En fait, il y en a qui sont là pour à peu près tout, en fait. Mais il faut dire que le succès auprès du public est assez mitigé. Les gens ne sont pas encore vraiment convaincus et il paraîtrait aussi qu'on s'en lasse assez vite, ce qui n'est pas très étonnant au final. Mais le bracelet dont je vais vous parler maintenant, il est d'un tout autre genre et pourrait donc connaître un tout autre sort. Un bracelet connecté qui ne propose aucune des caractéristiques des autres bracelets connectés. Un bracelet qui, en termes de fonctionnalité, ne sert à rien. Un bracelet qui ne sert à rien, mais c'est génial, il fallait y penser plus tôt. Qu'est-ce que c'est? Exactement, un bracelet qui ne sert à rien, excepté à faire joli sur votre poignet, ce qui est bien le rôle originel d'un bracelet, il me semble. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est connecté? Ça, je vous laisse le découvrir en images. C'est parti. C'est un bracelet connecté qui change d'apparence au gré de vos envies. Le Tago Arc a été mis au point en Hongrie. Cet objet utilise de l'encre électronique pour changer d'aspect en quelques secondes. Le Tago Arc se connecte avec votre smartphone grâce à une application dédiée. Toute une palette de motifs est proposée. Il est également possible d'importer ses propres images. Vous avez dans l'application des milliers de dessins d'artistes, de designers et de maisons de luxe. Vous allez dans l'application, vous choisissez le modèle qui vous plaît, puis vous touchez votre bracelet avec votre smartphone. Vous cliquez sur le transfert d'image et l'image est transférée sur le bracelet. Vous attendez 10 secondes et vous avez le nouveau design sur le bracelet. Le bracelet ne dispose pas de batterie interne et n'a pas besoin d'être rechargé. Le smartphone communique avec le bracelet via la technologie NFC, un dispositif très répandu capable d'établir une communication radio entre les deux objets, soit en les faisant se toucher, soit en les mettant à proximité. Sous l'affichage d'encre électronique, il y a une puce NFC. C'est la technologie qui communique avec votre téléphone. Il y a aussi toutes sortes d'électroniques pour faire fonctionner la magie. Mais le noyau de la technologie, c'est l'affichage lui-même et la technologie NFC. Ce bracelet est déjà disponible à la vente, coût moyen 300 €. Ah oui, en effet, ça paraît être prometteur cette idée de bracelet personnalisable. Je pense que ça peut plaire. Ah oui, ça peut plaire, c'est clair. Je pense en résumé, donc c'est avant tout un accessoire fashion qui s'assortira à la demande aux différentes tenues de mesdames par le biais, vous l'aurez compris, avec le reportage de deux technologies. D'une part, le NFC qui permet de transférer les motifs du smartphone au bracelet et l'écran e-ink, donc qui est très économe en énergie puisque donc, le bracelet n'a pas besoin d'être rechargé. D'accord, à mon avis, ça promet. En tout cas, c'est sûr, on ne peut pas le nier. La technologie s'invite désormais dans le domaine de la mode. Merci beaucoup, Mara. Merci à toi, Chloé. Au revoir à tous. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.